D'abord mairesse de Sillery en 85, puis députée de Jean Talon en 94, Margaret Delisle est une femme d'action. Dans le gouvernement Charest, elle devient ministre déléguée à la protection de la jeunesse et à la réadaptation. On lui doit une réforme de la loi sur la protection de la jeunesse. Bienvenue à Mémoire de député. Madame Delisle, bonjour. Bonjour. Vous avez facilité aussi l'adoption des enfants nés au Québec, hein? Oui. En fait, on a mis en... je pense que c'est après que... ça a été introduit dans la loi. Ça a été introduit dans la loi, mais la mise en application s'est faite quelques années plus tard. Puis je sais qu'il y a quelqu'un qui a déposé un projet de loi sur l'adoption qui rend ça un petit peu plus facile pour les parents adoptifs parce que c'est compliqué, sans bon sens. Madame la ministre déléguée à la protection de la jeunesse et à la réadaptation. Merci, M. le Président. Alors, j'ai l'honneur et le privilège de déposer le projet de loi 125, loi modifiant la loi sur la protection de la jeunesse et d'autres dispositions législatives. Ce projet de loi revise divers aspects de la loi sur la protection de la jeunesse. D'abord, tout en réaffirmant et en précisant le principe voulant que les décisions prises doivent tendre à maintenir l'enfant dans son milieu familial, le projet de loi prévoit qu'à défaut de pouvoir le faire, les décisions doivent permettre d'assurer à l'enfant à plus long terme un milieu de vie plus stable. Les lois qui sont modifiées par ce projet, loi sur la protection de la jeunesse, le Code civil, loi assurant la mise en œuvre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale et modifiant diverses dispositions législatives en matière d'adoption. Vous aviez comment ça s'appelle? La Biélorussie. Il y avait des enfants qui venaient de la Russie. Il y avait des enfants qui venaient de la Chine. La Chine a fermé à un moment donné toutes ses portes. Les parents étaient dévastés par tout ça. C'était incroyable, là. Pour commencer à zéro, pour gagner la confiance de ces pays-là, puis ces dirigeants-là, c'est assez particulier. Vous parliez que dans la réadaptation, il y avait toute une panoplie, là, le jeu, la toxicomanie, oui. Les jeunes, les adultes, les hommes, les femmes. Je vous dirais pas que je trouvais ça pire chez les jeunes, parce que j'ai l'air de quelqu'un qui ne s'est pas préoccupé des adultes. Quand on est adulte, on est censé savoir un peu ce qu'on fait. On dit des fois, bien, assume, mais c'est une maladie, hein? Alors ça, tu peux pas dire, bien, tu avais juste assume tes responsabilités, tu voulais boire, bien, ou tu voulais prendre de la drogue ou des... Mais chez les jeunes, c'est incroyable ce que j'ai vu, là. Je suis allée au portage, j'ai même assisté à une remise de diplôme de jeunes qui avaient suivi une thérapie. Les parents étaient là. Moi, j'ai pleuré. Je n'étais même pas capable de faire mon discours tellement je pleurais. Des parents qui venaient accompagner leurs jeunes qui avaient passé des mois en thérapie, puis qui venaient dire à leurs parents, on comprend maintenant pourquoi vous êtes tant inquiétés, pourquoi on sait que vous nous aimez, vous nous avez accompagnés là-dedans. Des intervenants extraordinaires. Des intervenants, là, comme j'ai jamais... Je savais pas que ça existait du monde comme ça. Il faut aimer ces gens-là. Il faut aimer les gens qui sont... le jeu, même chose. Le jeu pathologique, on a rencontré des spécialistes, on a rencontré des gens qui sont venus nous dire ça n'a pas de bon sens, vous mettez des casinos à notre disposition, oui, mais tu n'es pas obligé d'y aller. D'un autre côté, bien, il y a des gens qui n'ont pas cette force de caractère pour dire bien, je vais y aller, je vais mettre 20 $, je vais ressortir, puis ça va être fini, là. Alors, puis moi, j'étais toujours coincée entre le volet
social du jeu et le ministre des Finances qui, lui, avait le volet à rentrée d'argent, revenu. Mais on s'est bien entendu. En 2007, vous avez annoncé votre retraite de la vie politique. Est-ce qu'il y avait une raison particulière? Oui. On m'a diagnostiqué une polyarthrite rhumatoïde. C'est quoi? Ça, c'est douloureux. C'est l'inflammation. Il y en a qui l'ont partout dans les articulations. Moi, je l'ai. C'est davantage dans la région du genou, un peu ici, là, puis dans le bas du dos. Alors, je prends des médicaments pour ça. D'ailleurs, j'ai dû arrêter pendant 2 mois. J'ai passé des mois à ne pas dormir. Et le médecin, un jour, m'a dit je pense que vous devriez arrêter de faire ce que vous faites. Puis j'ai dit bien non, j'aime ça. Mais il m'a dit c'est stressant. J'ai dit non, c'est pas si stressant que ça. Il dit vous êtes sûr que ce que vous faites n'est pas stressant? Mais je dis oui, mais j'aime ça. Mais il dit madame, c'est votre pire ennemi. Si vous voulez continuer à faire ça, il dit moi, je n'ai pas de garantie que vous ne serez pas en fauteuil roulant ou dans quelques années. Mais j'ai dit ça se peut pas, je ne veux pas arrêter. Puis il m'a dit est-ce que vous portez le poids du gouvernement sur vos épaules? J'ai dit non. Alors, j'ai rencontré Jean Charest, je lui ai dit que je ne me représentais pas. Puis j'ai jamais regretté ma décision, pas du tout. 12 ans à travailler avec des hommes et des femmes formidables. Je dis souvent aux gens que ce qu'ils voient, ce qu'ils voient ou entendent au Salon Bleu, c'est une chose. Ça, c'est l'espèce de joute parlementaire. Mais le grand respect que nous avons l'un pour l'autre, on se l'exprime dans les corridors, en commission parlementaire. C'est vrai qu'il y a des commissions parlementaires qui sont un petit peu plus houleuses au moment où une formation politique n'est pas d'accord avec ce que le gouvernement présente. Ça arrive évidemment à l'occasion, mais ce n'est pas 95 du temps. Avoir travaillé avec des hommes et des femmes de qualité, avec les compétences et le talent que vous avez, m'a enrichi. D'avoir travaillé avec les gens de mon comté, je me suis enrichie au contact de ces gens-là. Je me suis enrichie aussi au contact, non seulement des gens dans mon comté, mais avec ce dossier absolument extraordinaire qui n'a pas été facile. C'est pas plus facile ça n'a pas été plus facile pour Solange Charest, la porte-parole de l'opposition en matière de services sociaux, que ça l'a été pour moi, parce que ce dossier-là est un dossier qui, tous les jours, à tous les instants, nous ramène à cette réalité qui confronte les personnes les plus vulnérables de notre société. Je remercie donc tous les organismes que j'ai rencontrés qui ont pris le temps de m'inspirer, de me communiquer les difficultés qu'ils et elles éprouvent. Je pense avoir donné le meilleur de moi-même. Évidemment, je ne détiens pas les goussets de la banque et de l'argent, mais j'ai fait beaucoup d'efforts avec tous nos collaborateurs au ministère pour s'assurer qu'on puisse, d'année en année, augmenter les budgets, et on l'a fait. Monsieur le Président, merci beaucoup et au plaisir tout le monde. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci, chers collègues. Après votre retraite de la vie politique, est-ce que vous êtes encore intéressé à la politique ou plutôt à des activités caritatives, sociales, culturelles? Bien, c'est difficile de se désintéresser de la vie politique ou de la vie, de la vie politique. Je suis pas nécessairement active au point où je manque rien, puis je suis très présente pour le... Mais je suis quand même, non seulement je les suis, je les appuie, et bon, dans le comté, c'est sûr que quand il y a des activités, je veux en remettre aussi à ceux qui m'ont tant aidé. Alors, quand Yves Bolduc est arrivé, d'abord Philippe Couillard, ensuite, quand Yves Bolduc est arrivé, je lui ai donné un gros coup de main. Je pensais que c'était important qu'il puisse rencontrer les gens. Puis ça m'a permis aussi de revoir du monde avec qui je me suis très bien entendue, même dans le comté, là. Alors, c'était parfait. Par contre, j'ai pris une année complète où quand j'ai rien fait, là, on s'entend, mais j'ai rien accepté. Il y a des gens qui m'appelaient, on aimerait que vous veniez présider une campagne de financement pour notre organisme. J'ai pris une année complète. Puis ça m'a fait énormément de bien. Moi, j'appelais ça retrouver ma virginité citoyenne. Fallait que je décante tout ça.
Puis, vous savez, quand vous vous retrouvez devant un ordinateur, vous n'avez plus votre BlackBerry, vous n'êtes pas trop préoccupé de connaître comment ça fonctionnait trop un ordi, que vous avez eu quelqu'un pendant 25 ans qui s'est occupé de votre agenda. Vous vous occupez de vos choses personnelles, mais pour le reste, c'était la responsable et mon adjointe. J'ai trouvé ça dur. Je vous avoue, le téléphone ne sonne pas trop, mais je pense que c'est important pour moi de réapprendre à faire des choses. En plus, j'ai le bonheur d'être grand-mère, un grand-parent de maintenant 13 petits-enfants. Alors, en cours de route, est-ce que tu peux aller me la chercher à l'école? Est-ce que tu peux me la déposer à l'école? Est-ce que vous pouvez nous dépanner pour ci ou nous dépanner? Alors, moi, j'adore ça. Mais je m'occupe aussi, je siège sur des conseils d'administration. J'en ai 4 actuellement. C'est parfait parce que c'est dans des domaines un peu différents. Plus culturel? Oui, oui, maintenant que vous le dites, là, j'ai le bonheur d'être présidente du conseil d'administration du Musée de la civilisation depuis 3 ans. Je siège à la TELUC, qui est la formation à distance. Je siège également à la Fondation communautaire du Grand Québec. Alors ça, ce sont des fondations individuelles qui sont gérées par un grand chapeau qui s'appelle la Fondation communautaire. C'est pour des organismes à caractère socio-économique. Et je viens tout juste d'être nommée commissaire à la Commission des champs de bataille nationaux. Donc, c'est des milieux qui se retrouvent pas nécessairement, qui se recoupent pas toujours, mais que ça me permet aussi de vivre d'autres choses. Parce que moi, ma filière, ça a été la filière sociale. Le bénévolat, quand j'avais 15-16 ans, les organismes, on était obligés, aller au collège, d'avoir des organismes dans lesquels on faisait du bénévolat. En tout cas, je pense que c'était pareil partout pour ceux de ma génération. Alors, j'ai continué jusqu'à ce que je devienne députée. Après ça, j'ai arrêté parce que c'était comme pas possible. J'avais manqué de temps. Puis là, je l'ai repris. Vous avez passé, grosso modo, 25 ans en politique active. Quelle principale fierté vous retirez d'une ou des choses que vous avez réalisées ou portées à terme? C'est très présomptueux là, de répondre à cette question parce que, dans le fond, on est tous un peu pareils quand on se présente à ces postes-là. On se présente parce qu'on a le goût de faire des choses. On a le goût de travailler pour et avec les autres. Je sais qu'aujourd'hui, en 2012, il y a des gens qui vont dire « Bien, voyons donc. C'est bien qu'elle est allée là pour le poste, bien qu'elle est allée là pour l'argent, bien qu'elle est allée ici. » C'est totalement faux et je le dirais pour l'ensemble de tous ceux que je connais, que j'ai connus et qui sont là aujourd'hui. Il faut avoir le goût de servir. On l'a tellement galvaudé, ce terme-là, mais il faut avoir le goût de servir. Parce que sinon, pourquoi passer des heures ici, des nuits entières? Ils ne font plus, mais moi, j'ai connu ça. Pas voir nos familles. Moi, j'ai été très gâtée. Je vivais dans mon comté, à 5-7 minutes du Parlement. Je voyais mes enfants, mon conjoint tous les soirs, alors qu'il y en a qui doivent voyager, passent la semaine ici, voyager, c'est très loin dans leur comté, ont beaucoup d'activités dans leur comté. Alors, moi, vous dire particulièrement un projet, je reviendrai avec la loi sur la protection de la jeunesse. Je dirais aussi, comme région de Québec, le groupe parmi lequel j'étais de 2003 à 2007. On peut parler du PEPS, on peut parler de l'agrandissement de l'Hôtel-Dieu, d'avoir pris la décision de faire ça. La promenade Samuel de Champlain, qui avait été amorcée, c'est vrai, par le Parti québécois, mais c'est nous qui l'avons quand même implanté, la création de la Commission de la capitale nationale. Il y en a des dossiers. Puis de s'investir dans ces dossiers-là, je pense que ça peut être notre plus grande fierté. Chacun met sa petite pierre, puis ça finit par faire un édifice. Alors, la fierté particulière, je vous dirais, quand les gens nous rencontrent puis qu'ils nous disent encore aujourd'hui, quand même, ça fait 5 ans que je suis partie, « Madame, j'ai voté pour vous. Moi, je vous aimais bien, madame. » Bien là, donc, ça fait un petit velours, puis ça nous contente. Puis oui, ça c'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance, finalement, puis tu dis, bon, bien, écoute, donc, c'était correct.
Vous avez, comme on le disait, siégé pendant 25 ans au municipal et au provincial. Est-ce que vous avez été en mesure de voir que c'est un monde égal homme-femme? C'est-à-dire que est-ce que c'est encore un monde d'hommes, la politique, ou si finalement la femme a réussi à y faire sa place et à être égale aux hommes en politique? La chance est offerte aux deux maintenant, aux hommes et aux femmes, contrairement à ce que c'était il y a plusieurs années. Mais une fois que j'ai eu dit ça, c'est pas du tout la même chose pour les femmes que pour les hommes. Je vous dirais que je considère d'avoir fait de la politique provinciale à l'âge où moi je suis rentrée m'a permis d'être beaucoup plus libre que si j'avais eu mes 4 enfants et que j'avais dû m'organiser, laisser mes enfants avec un conjoint, me sentir coupable parce que, bon, il y en a un qui a ci, puis il y en a un qui a ça, puis je suis pas là. Puis j'ai une ancienne collègue qui m'a déjà dit, j'ai manqué la graduation de mon fils. Je la nommerai pas, là, parce qu'on m'avait demandé comme ministre d'aller à telle place, puis j'étais trop gênée pour le dire. Mais moi, j'aurais pas fait ça. Et je lui ai dit, moi, c'est bien dommage, il y avait des priorités dans ma vie, ma famille, la politique venait après. Et je pense que les femmes, encore aujourd'hui, malgré que les opportunités soient là, on n'a pas encore trouvé le moyen d'organiser les horaires pour favoriser la venue des femmes à l'Assemblée nationale. On a changé les horaires un peu, là, mais pas pour permettre aux mamans, aux jeunes mamans, qui auraient un enfant à l'été ou un enfant qu'elles voudraient superviser avec une garderie ici, mettons. On a déjà essayé d'implanter une garderie, ça n'a pas fonctionné. Peut-être que à ce moment-là, les députés étaient plus vieux puis ne sentaient pas le nécessaire d'avoir ça. Mais tant aussi longtemps qu'on n'aura pas mis en place ces mécanismes-là, bien, on n'attirera pas des jeunes qui vont venir changer les choses. On se fait souvent reprocher, ma génération, d'avoir ouvert le réfrigérateur, de s'être servi et d'avoir fermé la porte. Je suis sûre que vous l'avez déjà entendu. Mais ce n'est pas ce qu'on a fait. Il y avait des opportunités. On a travaillé très fort pour avoir ce qu'on a. Mais aujourd'hui, si on veut que les jeunes prennent leur place, là, je ne parle pas de la rue, si on veut que les jeunes prennent leur place, il faut qu'ils aient dans le Parlement, au bureau de comté, dans ces institutions-là, ce qu'il faut pour qu'on puisse, que ce soit adapté à leurs besoins. Sinon, on va encore se ramasser avec des gens de notre âge qui décident pour ceux qui sont plus jeunes. Alors, et c'est particulièrement vrai pour les femmes. Eh bien, c'est très vrai pour les femmes, parce que les femmes... moi, je me souviens de Catherine Morissette, qui était députée de l'ADQ. Bon, elle a fait ses 18 mois, c'était une jeune maman. Sylvie Roy a accouché en 2003, de Sylvie Roy de l'ADQ. Bien, elle ne peut pas prendre un congé de maternité d'1 an. Ça ne se fait pas, ça, de toute façon, quand tu es députée, c'est sûr et certain. Tu ne peux pas prendre 1 an sur 4. Mais si elle avait eu l'opportunité d'avoir une garderie ici, d'avoir ce qu'il fallait pour lui favoriser d'amener son enfant ici dans la première année pour qu'elle puisse faire son travail comme il faut. Alors, la journée où on fera ça, qu'on aura compris que c'est ça qu'il faut faire, bien, on aura plus de femmes en politique. Vous êtes reconnue, Mme Delisle, pour donner votre opinion claire et c'est direct. Est-ce que votre franc-parler vous a joué des tours en politique? Non. Peut-être que les gens n'ont pas aimé entendre ce que j'avais à dire, mais je préfère dire ce que je pense dans un dossier que de me taire puis de le regretter après. Moi, dans les caucus, j'ai toujours dit ce que j'avais à dire. Puis quand je considérais que c'était comme ad nauseam, bien là, j'arrêtais. Si vous voyez que c'est pas possible de faire changer les gens d'idées, bien, à un moment donné, il faut savoir arrêter. Ça, c'est le forum pour aller dire ce qu'on pense. Mais j'ai toujours dit ce que je pensais. Le forum de l'Assemblée nationale, est-ce que c'est encore l'endroit nécessaire, privilégié pour les grands débats de société en tenant compte des exigences de la ligne de parti? Ce qui est bon d'un côté doit être mauvais de l'autre. C'est un peu comme ça que la ligne de parti fonctionne.
La ligne de parti, à mon avis, elle est bonne. Je vais parler du budget. Vous ne pouvez pas être en désaccord avec votre parti pour l'adoption d'un budget. Sinon, vous êtes en désaccord avec l'ensemble des propositions ou l'ensemble des politiques qui devraient être mises de l'avant. Par contre, j'ai remarqué que je n'ai pas réfléchi au comment, là, mais moi, je pense qu'on devrait avoir quelques votes libres, des votes libres sur des sujets qui peuvent être controversés, mais qui vous permettent d'aller chercher dans votre communauté ou dans votre circonscription ou dans votre région le pouls de votre groupe. C'est pas parce que votre formation politique veut faire quelque chose que la population va suivre. On se fait souvent dire « Ah, mais c'était pas dans votre programme électoral. Vous n'avez jamais parlé que vous étiez pour faire ça. » Bon, nous, on vient de se faire reprocher l'augmentation des frais. Bien, nous, le Parti libéral, s'est fait reprocher que l'augmentation des frais de scolarité n'était pas nécessairement dans le programme de 2007. Le PQ s'est fait reprocher par nous de jamais avoir parlé de ça en 98, du dossier des fusions forcées. Mais si on le faisait à l'inverse, si on allait consulter la population, si on allait dans certains forums, on ne peut pas consulter sur tous les sujets. Moi, je ne crois pas à ça, là. C'est pas dans la rue que ça se décide. Sinon, bien, je m'excuse, mais faites pas élire des députés. Et il faut qu'il y ait un forum où les décisions se prennent. Et si les gens ne sont pas contents, bien, aux 4 ans, vous votez, puis vous sortez le gouvernement qui est là, ou vous en élisez un autre, peu importe comment on voit les choses. Mais sur des enjeux majeurs, bon, la question, je sais, je me suis éloignée un peu, mais sur l'enjeu, est-ce que cet endroit-ci est un endroit pour débattre? Je pense que oui. Mais pas en 36 heures, pas en 48 heures. Tu peux, je sais pas, moi, décider d'une politique que tu voudrais mettre de l'avant. Tu l'annonces au mois de septembre, puis tu dis, bon, bien, au mois d'avril, on va vous revenir dans nos formations politiques. Allez voir ce que les gens en pensent. C'est ça que les gens veulent qu'on fasse. Mais c'est sûr que la tradition ne fait pas ça. La tradition de nos formations politiques, la tradition ici n'est pas faite pour ça. Alors, les gens ne comprennent pas que les débats, c'est pas la période de questions. C'est pas de planter Jean Charest ou Pauline Marois ou peu importe qui. En tout cas, la période de questions, on sait tous ce que ça veut dire. Bon. Mais c'est ici que les débats se font. Puis moi, en commission. Moi, j'ai toujours regretté que les journalistes, les médias ne prennent pas le temps. Je comprends qu'ils ne peuvent pas tout lire. Que les journaux, devraient peut-être dire davantage les médias. Alors ça inclut les patrons aussi. Pourquoi on ne vient pas entendre ce qui se dit sur des débats importants? Peut-être pas le projet de loi sur le ministère du Revenu où on ne comprend pas grand-chose, là. Mais la loi sur la protection de la jeunesse, un débat sur la santé, pourquoi on a créé telle structure, pourquoi on enlève telle structure. Les gens, il y a sûrement une façon de rendre ça plus, je vais utiliser une expression anglaise, user-friendly. Les gens, on se rend compte aujourd'hui, sont avides d'informations. Mais les clips de 10 secondes, là, en information continue sur nos chaînes que l'on connaît bien, ça vous donne strictement rien d'entendre ça. Vous ne savez même pas pourquoi le député ou le premier ministre ou la chef de l'opposition a dit ça. Mais c'est ce que vous retenez, par exemple. C'est ce que vous retenez dans votre auto le matin en allant travailler. C'est pas ça, des débats. Des débats, il faut les faire. Quitte à être contredit, quitte à... il y en a eu un débat, entre autres, qu'on a fait dans nos comtés quand Mme Marois avait décidé des écoles non confessionnelles. C'était tout un débat, ça n'a pas été un débat, c'était tout un sujet à discuter avec nos commettants. Bien, moi, entre autres, puis je sais qu'il y a d'autres collègues qui l'ont fait. J'avais parlé avec l'archevêque, j'avais parlé avec l'évêque anglican, j'avais parlé avec des gens de l'Université Laval, avec mes commettants, avec mon curé, Puis les gens me reprochaient d'avoir appuyé le projet de loi. Puis j'avais répondu, mais pourquoi vous me reprochez ça? Notre propre évêque était d'accord avec. Alors, venez pas me dire...
un an après que c'est pas correct parce que vous n'êtes pas d'accord. On a consulté. Donc, décider, oui, consulter, mais à un moment donné, il faut que tu décides. Merci beaucoup, Mme Delille. Ça m'a fait plaisir.